Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Une fois n'est pas coutume, c'était le consensus qui régnait hier dans l'hémicycle du Sénat, alors que la Chambre haute a décidé d'adopter à l'unanimité une proposition de loi créant un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse. L'objectif de ce texte, qui était défendu dans l'hémicycle par le sénateur socialiste David Assouline, créer un droit permettant aux éditeurs, aux agences de presse d'être rétribués en cas d'utilisation de leur production par des agrégateurs d'informations tels que Google News ou encore des réseaux sociaux comme Facebook. La proposition de loi crée également une association de journalistes et de photographes dont les revenus proviendraient de ces droits voisins. Pour David Assouline, cette proposition de loi a deux objectifs possibles. D'abord, servir de base à la transposition d'une directive européenne, la directive européenne sur le droit d'auteur, si cette dernière parvient à être adoptée au niveau européen, ou bien encore servir de prémisse à une législation nationale en cas d'échec des pourparlers européens. Retour donc aux discussions dans l'hémicycle hier au Sénat. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la Commission, mes chers collègues, notre Assemblée, le Sénat, s'est souvent illustrée par le passé pour sa défense intransigeante et constante des grandes libertés de notre République. Elle a su mener des justes combats au-delà du cadre partisan pour étendre et conforter ce qui fait la dignité de l'homme. Aujourd'hui, il revient au Sénat de dénoncer un péril mortel qui menace nos démocraties. Un de nos illustres prédécesseurs qui siégeait sur ces bancs, Victor Hugo, disait en 1848 « La liberté de la presse, à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. » Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, ceux qui fustigent l'une s'en prennent aussi à l'autre. C'est dans le prolongement de ce long combat que je vous propose d'apporter une pierre à cet édifice à jamais inachevé, en adoptant cette proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de presse et des agences de presse. La presse telle que nous la connaissons est en déclin continu. Elle est menacée par la violence qui veut la museler. Le dernier rapport de Reporters sans frontières annonce pour la seule année 2018 80 journalistes tués, dont 49 assassinés en raison de leur profession. Sur 10 ans, ce sont 702 journalistes qui ont trouvé ainsi la mort dans ces conditions. 348 journalistes sont par ailleurs en détention et 60 en otage. Ces chiffres en hausse traduisent, je cite le rapport, une violence inédite contre les journalistes. Ils font singulièrement écho aux agressions et insultes qu'ont subies ici même en France ces dernières semaines des représentants de la presse, encouragés par des déclarations de dirigeants politiques légitimant la haine contre les journalistes. Et je passe sur tous ces États qui interdisent tout simplement l'information libre et non faussée, jusqu'à la remettre en cause au cœur de l'Europe. Et puis, il y a la situation économique de la presse. Aujourd'hui, c'est toute la chaîne de valeur qui est menacée. Éditeurs, journalistes, marchands. En 2009, 7 milliards d'exemplaires de journaux étaient vendus chaque année. Nous sommes aujourd'hui en dessous de 4 milliards. Quel secteur a perdu plus de 40% de ses ventes en 10 ans? Le chiffre d'affaires de la presse baisse ainsi de plus de 4,5% par an, ses recettes publicitaires de 7,5%. Rien ne semble pouvoir arrêter cette spirale mortifère. Nous en voyons les conséquences autour de nous. Moindre couverture des événements internationaux, fermeture de marchands de presse à un rythme soutenu, quasi-faillite de Prestalis, difficulté de l'AFP. C'est toute la chaîne de production de l'information qui est fragilisée, son pluralisme, et avec elle, notre démocratie et une certaine conception du débat d'idées entre les citoyens. Avec le développement de l'Internet, la vente d'exemplaires papier a basculé vers le numérique, où les géants, les GAFAM, s'accaparent une part écrasante des recettes publicitaires. Comment opèrent-ils? La consultation des résultats d'une requête sur un moteur de recherche sont accompagnés, comme vous le savez, d'un résumé de quelques lignes, éventuellement agrémenté de photos. Il en est de même pour un article partagé sur un réseau social. Or, ces informations suffisent très souvent à l'internaute qui ne va presque jamais sur le site de l'éditeur. Ces snippets, comme il convient de désigner ces résumés, constituent une spoliation des éditeurs et des agences.
Sur un marché de la publicité en ligne en France, estimé à 3,5 milliards d'euros, les seuls Google et Facebook en récupèrent 2,4 milliards, sans produire la moindre ligne ou prendre la moindre photo. Les éditeurs, pour leur part, se contentent de moins de 13% des recettes. Cette situation n'est pas nouvelle, mais elle s'est aggravée. En 2016, j'avais déposé une proposition de loi visant à instaurer un droit voisin pour les agences de presse. Les éditeurs, à l'époque, je crois alors un peu trop confiants en la bonne volonté des plateformes, n'avaient pas souhaité y être associés. Près de 3 ans plus tard, je regrette que le texte n'ait pas alors pu être au moins examiné. Cependant, la séance de ce jour, l'accueil favorable que vous avez réservé jusqu'à présent à nos propositions, les échanges très constructifs que je tiens à saluer ici, que nous avons eus avec le ministre et ses services et ses collaborateurs, montrent, je crois, que nous prenons enfin la pleine mesure des risques. Le texte que je vous propose ce jour crée un nouveau droit pour les éditeurs et les agences de presse, un droit au respect des œuvres réalisées sous leur contrôle et leur responsabilité. Tel n'aurait jamais dû cesser d'être le cas, tel n'est actuellement plus le cas pourtant. Concrètement, il va leur conférer une capacité juridique, dite droit voisin, dans un format qui prospère déjà pour les artistes, interprètes ou les producteurs audiovisuels. Ce droit ne se substitue pas, n'enlève rien aux droits d'auteur déjà reconnus aux journalistes et aux photographes. Il le rend en réalité plus efficace et adapté au monde de l'Internet. En effet, ces droits voisins vont permettre aux éditeurs et aux agences de presse de négocier des licences auprès des moteurs de recherche et des réseaux sociaux pour l'utilisation de leurs productions, des licences bien entendu rémunérées. Aucune évaluation pour l'instant n'a pu être menée sur les montants qui seraient ainsi dégagés à leur profit. La seule étude réalisée a été en Allemagne en 2016 et se montait à 500 millions d'euros par an, mais elle est à prendre avec beaucoup de prudence et je ne m'engagerai pas sur un montant même approximatif. Il sera de toute façon un apport important pour la presse, bien au-delà du montant dérisoire consenti par Google il y a quelques années pour solde de tout compte. Nous n'avons pas oublié les journalistes et les photographes, en un mot, les auteurs, qui devront être associés aux revenus générés. La proposition de loi s'efforce de susciter un cadre efficace, pleinement opérant. C'est pourquoi nous avons retenu une solution bien connue en France, c'est-à-dire la mise en place d'une ou de plusieurs sociétés de gestion collective des droits, sur le modèle de la SACEM ou de la SACD, par exemple. Beaucoup reste à faire et ce sera l'objet de la navette avec l'Assemblée nationale. J'attire cependant d'ores et déjà l'attention de tous sur 3 points cruciaux. Le premier est la mise en place d'un rapport de force favorable aux éditeurs et aux agences de presse. Les expériences de législation nationale en Allemagne et en Espagne ont souligné l'influence et le pouvoir quasi monopolistique des géants de l'Internet. Même la presse allemande n'a pas pu faire front. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous ne prévoyons pas d'obligation d'adhérer à une société de gestion collective. Il pourra donc y avoir plusieurs sociétés. Et il pourra de même y avoir des éditeurs ou des agences tentés de faire cavalier seul, malheureusement. Ceux-là doivent bien savoir qu'ils mineraient par là même l'efficacité de nos mesures et leur propre pouvoir de négociation. Aucune agence dans le monde, aucun éditeur ne peut instaurer à l'heure actuelle un dialogue réellement nourri, c'est un euphémisme, avec Google ou Facebook. En particulier, il faudra bien mesurer la difficulté des négociations à venir avec la menace que ne manqueront pas de faire peser les moteurs de recherche et les réseaux sociaux d'un déréférencement si les éditeurs ne renoncent pas volontairement à leurs droits voisins. Je le dis avec beaucoup de solennité, l'unité sera la clé du succès. Un amendement de notre collègue Pierre Ouzoulias à l'article 3 a le mérite d'évoquer cette question si importante, même si je pense que juridiquement sa rédaction n'est pas consolidée, mais ce sera l'occasion pour nous, pour le ministre aussi sans doute, d'affirmer ensemble cette nécessité dans l'hémicycle. Le second point, en lien avec le premier, concerne la gouvernance des sociétés de gestion. Elle sera complexe, à n'en pas douter, comme le seront les discussions avec les plateformes. Il faudra veiller à assurer la représentation la plus large des éditeurs dans le respect du pluralisme des opinions comme des formats, une représentation à l'image de la diversité de la presse. À ce titre,
L'exemple de la direction de Presstalis dans le passé, confiée à une petite minorité d'éditeurs, contrairement d'ailleurs à l'esprit même coopératif de la loi Bichet, a conduit à la situation très critique que nous connaissons aujourd'hui et à beaucoup de ressentiments. Cela ne doit pas se reproduire. Là où les sociétés de gestion doivent être la maison de tous, au service de tous. Mon dernier point concerne les modalités de répartition des revenus entre les bénéficiaires. Si je ne crois pas souhaitable de fixer a priori des règles avant même la constitution des sociétés de gestion, il faut rappeler que l'objet des droits voisins en France comme en Europe est de protéger la presse indépendante, libre, celle que nous aimons et qui s'engage, va sur le terrain, subit en ce moment même des violences déplorables pour exercer ce beau métier d'informer les citoyens. Dès lors qu'il faudra parler de répartition des revenus, j'espère que c'est cette presse nécessaire à la vitalité du débat démocratique qui sera valorisée, et non pas les fermes à clics qui, par des artifices techniques et éditoriaux, des titres racoleurs, sont en mesure d'attirer le plus l'attention des internautes. Nous serons très attentifs, et je crois pouvoir dire que le ministre aussi, à la bonne mise en place de ces sociétés. Cette proposition de loi, rédigée après une large concertation avec toutes les parties prenantes, adoptée à l'unanimité par la Commission de la Culture, que je veux saluer sa présidente, pourrait emprunter deux chemins. Le premier part de l'hypothèse d'un succès des négociations sur la directive droit d'auteur. Je ne reviens pas sur la généalogie et les péripéties de cette négociation très complexe. Son article 11 institue un droit voisin au profit des éditeurs et des agences de presse. Avec l'article 13 sur le filtrage automatique des contenus postés, il a suscité des campagnes de lobbying très intenses qui ont d'ailleurs failli réussir puisque le Parlement européen, à la surprise générale, a dans un premier temps, le 5 juillet dernier, repoussé le texte de sa commission avant d'adopter finalement un texte le 12 septembre. Depuis cette date, des réunions entre le Parlement, le Conseil et la Commission dite trilogue se tiennent pour parvenir à un accord définitif. Nous étions, je dois le dire, pleins d'espoir au moment de l'adoption du texte par notre Commission, mercredi 16 janvier, dans l'attente de l'ultime réunion du lundi 21 janvier. Hélas, avant même sa tenue, 11 États ont voté contre le texte de compromis et la réunion ne s'est même pas tenue. Je comprends que cette opposition concerne plus l'article 13 que l'article 11 que nous discutons aujourd'hui, avec notamment un revirement regrettable de nos amis allemands, mais les choses, je pense, peuvent évoluer. Monsieur le ministre pourra peut-être nous éclairer plus avant sur les raisons de cet échec et, j'espère, tout provisoire, et sur les perspectives dans les semaines qui viennent. Car le temps presse. Les élections européennes approchent. Une absence d'accord avant la fin de cette législature reporterait de plusieurs années l'adoption d'un cadre commun. Ne nous y trompons pas, derrière des arguments parfois fondés, parfois moins, les opposants à cette législation, même quand ils parlent de liberté totale sur le net et de liberté d'expression, font le jeu des géants de l'Internet qui, pour partie, tirent les ficelles et souhaitent ardemment l'échec de l'Europe sur cette question, comme sur celle de la taxation. En cas de succès que nous souhaitons tous, la proposition de loi pourra servir de base à une transposition rapide de la directive avec nos collègues de l'Assemblée nationale. J'ai veillé à ce que les termes du texte soient le plus possible alignés sur ceux de la directive afin que la navette soit rapidement conclusive. Dans cette optique, le texte que je vous propose laisse donc de côté pour l'instant certains éléments cruciaux, en particulier le champ des exemptions pour les snippets, c'est-à-dire à partir de quel nombre de mots ou de signes seront déclenchés les droits voisins. C'est un sujet qui n'est pas anecdotique, car nous connaissons la capacité des géants de l'Internet à s'engouffrer dans la moindre faille de nos législations. La future directive, si future directive il y a, comme je l'espère, comportera une définition que nous pourrons intégrer au texte au cours de la navette. Dans cette attente, il me paraissait peu productif de fragiliser la position française en cours de négociation en fixant nous, de façon unilatérale. Deuxième chemin, justement, en cas d'échec des négociations, la France se retrouverait alors face à sa responsabilité et contrainte de prendre des décisions qui s'imposent pour sauvegarder sa presse. Dès lors, la proposition de loi pourra constituer la base de la législation nationale qui pourra également intervenir rapidement.
Naturellement, il faudra alors que la navette nous permette d'affiner des positions des uns et des autres et que l'Assemblée nationale puisse contribuer à la construction de cette législation. Mais sur le fond, comme le montre l'unanimité de nos débats, nous sommes tous d'accord sur le principe. Dès lors, la France s'honorerait à mettre en place un dispositif efficace qui tienne compte des expériences allemandes et espagnoles. Je ne doute pas que, le cas échéant, d'autres pays nous rejoindraient rapidement, parce que la France, c'est la France. Ce que nous sommes en train de construire, ou plutôt de co-construire, Monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est une législation qui réaffirme le caractère essentiel pour la vitalité et la qualité du débat démocratique d'une information libre, indépendante, pluraliste et produite de façon professionnelle. Je ne peux que rappeler que, contrairement à ce que l'Internet a pu nous emmener à penser, l'information a un coût élevé et que la situation des éditeurs et des agences, comme celle des journalistes, et peut-être plus encore des photographes de presse, est critique. C'est également une législation pour le siècle qui vient que nous élaborons, qui place enfin les États au bon niveau face aux grandes industries numériques pour encadrer et réguler leur influence. Si échec de la directive il doit y avoir, il sera de notre responsabilité de répondre dans notre cadre national pour assumer notre responsabilité, notre souveraineté et notre volonté contre le sentiment d'impuissance qui a trop longtemps dominé. C'est donc avec enthousiasme et espoir que je vous propose d'adopter cette proposition de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Madame la Présidente. Bonjour Madame, merci, j'ai une petite soif. Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher David Assouline, Madame la Présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication, chère Catherine Morin-Desailly, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, sans les médias, il n'y a pas de démocratie. Ils en sont les vigies. Au cours des dernières semaines, ils ont fait l'objet, vous le savez, d'attaques répétées. Des journalistes dans notre pays ont été agressés. Des imprimeries ont été bloquées. Le rôle de la presse contesté. Cette violence est tout simplement inacceptable, intolérable et inexcusable. Elle est d'autant plus inacceptable et dangereuse qu'à l'heure des réseaux sociaux, nous avons plus que jamais besoin de la presse, besoin de son professionnalisme pour filtrer les fausses informations, pour vérifier les faits, pour décrypter, pour contextualiser. Quand les dirigeants de la France insoumise, du Rassemblement national ou encore de Debout la France propagent des infox, dans des messages vidéo postés sur les réseaux sociaux, ils sont seuls face à leur caméra, sans personne pour les contredire. Mais quand ils les reprennent en direct à la télé ou à la radio, il y a une différence, et une différence de taille, parce qu'en face d'eux, il y a des journalistes, pour les contester, pour les corriger, pour leur dire que c'est faux et pourquoi c'est faux. Notre premier rempart contre les fausses informations, ce sont les journalistes. S'en prendre à eux, c'est s'en prendre à tout ce que nous défendons. C'est s'en prendre à la démocratie, c'est s'en prendre à la République, c'est s'en prendre, n'ayons pas peur de le dire, à la France. Il est de la responsabilité de l'État de les protéger, de les aider à exercer leur métier, de garantir leur liberté. Mais c'est aussi la responsabilité de chacune et de chacun. La situation est grave. Le baromètre de la confiance dans les médias, rendu public ce matin, montre que cette confiance a atteint son plus bas niveau historique. Et aucun média n'est épargné. Aucun média n'est épargné par la montée de cette défiance. Alors je travaille activement à trouver des solutions pour restaurer cette confiance. L'éducation aux médias, l'éducation tout court d'ailleurs, la lutte contre les fausses informations, les réflexions que nous pouvons avoir avec la profession sur les questions de déontologie de l'information en sont quelques-unes. Le droit voisin, pour les éditeurs et agences de presse, objet de la proposition de loi que vous examinez aujourd'hui,
fait partie de ces solutions. Car pour avoir une presse de qualité, nous le savons bien, il faut des moyens. Parce que pour que les journalistes puissent faire correctement leur travail, pour exercer leur liberté, la presse doit avant tout disposer, je le répète, de moyens. Or, son modèle économique est mis à mal par la révolution numérique. Certains acteurs n'y ont malheureusement pas survécu, mais beaucoup ont dû s'adapter. En investissant, en se réinventant, en adoptant des modèles économiques innovants, par la publicité, les abonnements notamment. Pourtant, malgré ces efforts, la presse continuait de jouer son avenir. Le développement des revenus du numérique n'a pas compensé l'effondrement de l'édition papier. Si cette compensation n'a pas lieu, c'est en partie parce que la valeur créée par les éditeurs et agences de presse est accaparée par d'autres. Accaparée en particulier par les plateformes, par les agrégateurs de contenu, par les moteurs de recherche, qui réutilisent leurs contenus sans les rémunérer, alors même qu'ils génèrent d'importants revenus publicitaires. Les chiffres sont édifiants. Les éditeurs ne captent que 13% de la valeur générée par le marché français des agrégateurs de contenu sur Internet. 13%. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter que ceux qui diffusent les contenus soient démesurément mieux rémunérés que ceux qui les créent. Non seulement c'est injuste, mais c'est un danger pour l'ensemble de la presse. À travers les éditeurs et agences de presse, c'est toute la filière qui est touchée, des journalistes jusqu'aux kiosquiers. À terme, c'est le pluralisme qui est menacé, c'est tout simplement la presse elle-même. Pour y remédier, nous devons garantir un juste partage de la valeur, en le rééquilibrant au profit des éditeurs et agences de presse. Nous devons leur permettre de percevoir une rémunération pour chaque réutilisation de leur contenu. C'est l'objectif du droit voisin. Je défends sa création avec engagement et détermination. Comme vous, Monsieur le Président, cher David Assouline, et comme je le sais, vous, chères sénatrices et chers sénateurs. Votre proposition de loi, Monsieur Assouline, reprend les positions défendues par la France dans les négociations européennes en cours. Je m'en réjouis. La France se bat depuis plusieurs années pour qu'un droit voisin pour les éditeurs et agences de presse soit reconnu au niveau européen. Reconnu au niveau européen dans le cadre des négociations sur la directive droit d'auteur. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière ligne droite de cette négociation, à l'étape des trilogues, vous l'avez rappelé, Monsieur Assouline, c'est-à-dire des négociations entre États membres, la Commission européenne et le Parlement européen. Depuis mon arrivée, il y a maintenant 3 mois, je me suis très fortement mobilisé pour faire aboutir cette phase décisive des négociations. Alors, ce n'est pas simple. Je me suis rendu très rapidement à Bruxelles pour rencontrer mes homologues. J'échange très régulièrement avec la Commission et les parlementaires directement impliqués sur ce sujet. Et j'ai reçu encore hier l'ambassadeur d'Allemagne pour faire passer un certain nombre de messages parce que nous avons besoin d'être rassemblés avec nos partenaires allemands. Vous savez bien que quand les Allemands et les Français sont ensemble, rassemblés, on peut faire de grandes choses. Quand ils sont divisés, c'est toujours plus difficile. Mais le couple franco-allemand, n'en déplaise à certains en ce moment, est un moteur essentiel et j'ai toute confiance pour qu'on arrive à trouver les voies et moyens pour un accord dans les heures qui viennent, les jours qui viennent. Je suis optimiste, mais vigilant et déterminé, parce que cet aboutissement rapide est évidemment fondamental, puisque sinon, nous reporterions la directive à des mois, voire des années plus loin. Si certaines dispositions du texte font encore l'objet de discussions, notamment effectivement sur l'article 13, notamment sur cette question d'exception pour les PME, la France souhaitant absolument s'assurer que le droit d'auteur s'applique à tous, même si la façon de s'assurer que ce droit d'auteur est exercé peut être modulée en fonction des tailles d'entreprise, c'est tout à fait légitime, mais on ne peut pas faire d'exception sur un principe important, et c'est ce qu'on essaye de négocier et de convaincre nos partenaires de la pertinence de cette position française.
Il y a des différences sur l'article 13, mais ce n'est plus le cas sur le droit voisin et l'article 11 pour tout ce qui concerne les éditeurs et agences de presse et bien sûr journalistes. Il est désormais, cette position-là est désormais soutenue par la Commission européenne, le Parlement européen et par une majorité d'États membres. Et je dois dire avec beaucoup de regret qu'une partie des États membres qui s'opposent à ce droit, même s'ils sont minoritaires, le font parce qu'ils ne souhaitent pas donner plus de moyens à la presse que nous on estime être une presse professionnelle, qui ne veulent pas donner plus de moyens aux journalistes qui enquêtent et font leur travail d'information du public. Cette position européenne, en tout cas majoritaire, est une grande victoire. Parce que sur ce sujet, face aux géants numériques, nous ne ferons le poids que si nous faisons front commun. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur Assouline. Jusqu'à présent, les initiatives isolées ont échoué. Nous en avons eu la preuve avec la création d'un droit voisin en Espagne il y a 3 ans. Depuis, aucune rémunération n'a été versée aux éditeurs. Certains agrégateurs de contenu, dont Google Actualité, ont préféré fermer leurs services, carrément, fermer leurs services en Espagne. L'Allemagne, où le droit voisin a été institué en 2013, nous a offert une preuve supplémentaire. Google a refusé de négocier le versement d'un pourcentage de son chiffre d'affaires. Et un bon nombre d'éditeurs allemands ont fini par accorder une licence gratuite à Google. La leçon à tirer de tout ça, c'est que notre seule protection efficace et crédible, c'est l'Union. Les plateformes peuvent peut-être se passer de proposer leurs services dans 1 ou 2 pays, mais elles peuvent peut-être renoncer à quelques dizaines de millions d'usagers, mais elles ne peuvent pas tourner le dos à l'Europe. Elles ne peuvent pas se départir de 700 millions d'internautes potentiels en Europe. Lorsque Google, par la voix d'un de ses dirigeants, évoque l'éventualité de fermer son service Actualité en Europe, si le Parlement européen consacrait le droit voisin, c'est un chantage inacceptable, en plus, je vous le dis, d'être improbable. Google est un partenaire pour la France, comme le gouvernement a eu l'occasion de l'exprimer lors du sommet Choose France lundi à Versailles. Mais certaines pratiques, comme le lobbying massif mené à Bruxelles et dans de nombreux États membres contre la directive droit d'auteur, ne sont absolument pas acceptables et nous l'avons dit aux dirigeants de cette entreprise et je le redis moi-même directement lundi. La France ne cédera pas à ces menaces. Nous irons jusqu'au bout sur ce sujet. Alors, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le président Assouline, j'ai eu l'occasion de vous le dire. Au regard du calendrier de la négociation européenne, l'examen de votre proposition de loi n'était pas totalement adapté parce qu'on pouvait imaginer, enfin, en tout cas on pouvait donner le sentiment à nos partenaires européens que la France faisait de son côté alors qu'elle voulait en même temps négocier à Bruxelles. Mais j'ai fait passer les messages qui s'imposaient pour dire que ce n'était pas du tout l'esprit de cette proposition de loi, que ce soit d'ailleurs sur le fond ou sur la forme. Et donc si la création d'un droit voisin est clairement prévue par le texte européen en cours de négociation, la rédaction précise de ce texte n'est pas encore tout à fait stabilisée. Toutefois, j'ai souhaité, dans un état d'esprit de consensus, que nous puissions travailler ensemble sur ce texte par anticipation de celui qui pourrait être adopté à l'échelon européen. Je vous remercie, Monsieur le Président Assouline, d'avoir aussi joué le jeu de ce travail en partenariat avec le gouvernement. Je veux remercier les sénateurs de la Commission sous la présidence de Madame Catherine Morin-Desailly d'avoir voté à l'unanimité en commission ce texte. Je crois vraiment, vous l'avez dit, Monsieur Assouline, que c'est un très bel exemple de co-construction entre le Sénat et le gouvernement, et plus largement entre le gouvernement et le Parlement. Vous avez chacune et chacun fait preuve d'un esprit constructif, et je vous en remercie vraiment sincèrement. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Il faut arrêter de s'opposer sur tout quand tous les sujets, en tout cas quand certains sujets nous rassemblent. Il faut savoir s'affranchir des appartenances partisanes et faire prévaloir l'intérêt général. C'est ce que nous avons démontré et c'est ce que nous sommes en train de démontrer encore aujourd'hui. Il faut savoir débattre, trouver des points d'accord et faire prévaloir l'intérêt général. Construire ensemble des solutions concrètes et dépasser les clivages partisans. Avec ce texte, nous le démontrons. Je tiens à insister sur ce point-là. Nous montrons que le cœur de nos préoccupations, ce qui prime sur tout le reste, c'est l'intérêt de nos concitoyens, l'intérêt du pays. Il est toujours important de le rappeler et de le démontrer.
Ça l'est tout particulièrement, c'est vrai, dans le moment difficile que traverse notre pays ces dernières semaines. Le texte qui vous est présenté, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, est très proche de l'état de la négociation européenne donc. Il inclut notamment un sujet qui me tient, vous le savez, particulièrement à cœur, c'est qu'une partie des droits voisins doit revenir absolument aux journalistes. Si les négociations aboutissent, si la directive droit d'auteur est adoptée dans un délai raisonnable, votre proposition de loi, je vous le dis, pourra servir de texte de transposition lors d'une prochaine lecture, dans le cadre, là aussi, d'un travail de co-construction avec l'Assemblée nationale. Dans l'hypothèse inverse, vous l'avez rappelé, M. Assouline, votre texte, je vous le dis, nous aiderait à construire notre droit voisin nous-mêmes au niveau national, et je suis convaincu que nous pourrions voir derrière nous un certain nombre de pays nous suivre dans cette initiative. Nous ne nous arrêterions pas là, effectivement. Nous inciterons d'autres pays à voter pour ce texte ou pour un texte similaire, parce qu'encore une fois, c'est en étant unis que nous serons plus forts face aux géants du numérique. Et parce que, et je le redis, notre meilleure protection, c'est l'Europe. Merci à tous. Merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à Monsieur Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants. Et vous avez 6 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la création d'un droit voisin au profit des éditeurs et agences de presse est un enjeu important et je voudrais d'abord saluer l'initiative des auteurs de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Elle vise à maîtriser la mainmise des GAFA sur les contenus produits par les journalistes, les éditeurs et les agences de presse. La diffusion et l'exploitation de ces contenus, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou les agrégateurs d'informations tels que Google, font la richesse des géants du web qui règnent désormais sans partage sur le marché de l'information en ligne. Après plusieurs tentatives de législation nationale classées sans suite, en 2012 et 2018 à l'Assemblée nationale, en 2016 au Sénat, nous espérons que la présente proposition de loi aura plus de succès cette année. Les négociations sur la directive européenne visant à réformer le droit d'auteur dans le marché unique numérique battent leur plein à Bruxelles et il serait de la plus grande utilité de transposer rapidement les articles adoptés à l'issue du trilogue en cours. Il n'est plus admissible d'autoriser le pillage des contenus par les plateformes, moteurs de recherche et agrégateurs d'informations qui exploitent les articles, tirent profit des recettes publicitaires et captent une partie du lectorat de la presse sans pour autant reverser le moindre centime aux créateurs de contenu. L'Union européenne reste le seul rempart de protection efficace pour éviter les effets collatéraux que l'Allemagne et l'Espagne ont connus en 2013 et 2014, après avoir mis en place des droits voisins nationaux pour la presse. Là où ils espéraient financièrement valoriser leur production, les éditeurs de presse ont perdu plusieurs millions d'euros supplémentaires à la suite du déréférencement de leur contenu par Google News. Cette réaction témoigne du pouvoir démesuré dont bénéficient désormais les nouveaux intermédiaires que sont Facebook et Google dans la diffusion de l'information entre journalistes et lecteurs. Elles sélectionnent librement les informations qu'elles vont mettre en avant, selon le diktat d'algorithmes opaques, nourris à base de nombre de clics et de sponsoring. Monsieur le Ministre, si nous voulons contrer efficacement cette disqualification de l'information par des acteurs extraterritoriaux, nous ne pouvons faire l'économie d'une réflexion sur le fonctionnement et la transparence des algorithmes qui référencent les articles de presse. Une autre question se pose, celle de la durée de validité des droits voisins, si nous ne voulons pas décrédibiliser la France dans les négociations en cours. À ce sujet, les autorités françaises maintiennent un niveau d'exigence élevé, sans pour autant verrouiller pour une durée déraisonnable l'exploitation des contenus. La durée de validité des droits voisins pour la presse, fixée initialement à 50 ans par la présente proposition de loi, paraissait exorbitante au regard de la nature du contenu dont il est question.
La Commission de la Culture a d'abord adopté un amendement du rapporteur portant cette durée à 20 ans, puis, alors que notre groupe proposait une durée de 1 an, un compromis a été trouvé sur une durée de 5 ans. Sous réserve de l'adoption de cet amendement, nous voterons cette proposition de loi. Mais nous savons tous que nous n'aurons réglé qu'une petite partie du problème. Il restera le sujet de la fiscalité, de l'optimisation, des transferts de profits d'un pays à l'autre, des paradis fiscaux. Il restera le sujet des pratiques anticommerciales, des déréférencements de produits et services des concurrents, de la restriction des accès aux données, du manque de transparence des critères de recherche. Il restera le sujet encore plus préoccupant des monopoles. Le monopole du search pour Google, 94% du marché en France, de l'e-commerce pour Amazon, du social media pour Facebook, de l'iOS pour Apple. Et malgré tous les efforts de la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, qu'il faut saluer, malgré le ciblage d'Amazon par Donald Trump, qui malheureusement semble s'inscrire dans le cadre d'une animosité personnelle envers Jeff Bezos plus que dans une réelle stratégie antitrust, nous sommes encore bien loin du compte. La Standard Oil, lorsqu'elle a été démantelée en 1911 aux États-Unis grâce à la loi antitrust de 1890, était bien moins puissante que ne le sont les GAFA aujourd'hui. Il restera enfin tout le reste, et notamment les problèmes majeurs que sont la diffusion des fausses nouvelles et le pillage de nos données personnelles, dont nous sommes à la fois victimes et acteurs, en laissant faire les nouveaux maîtres du monde que sont Google, Facebook ou Apple. Comme le dit Gaspard Koenig, les réseaux sociaux minent aujourd'hui nos démocraties et nous devons, dit-il, surmonter la peur panique de paraître anti-moderne, je ferme les guillemets, pour agir sans attendre que le format de nos pensées se limite à 280 caractères par sujet, sans attendre que la vulgarité des propos et leur viralité soient les seuls paramètres permettant d'intéresser les algorithmes dont semble désormais dépendre la marche du monde. Il n'y a que Dieu, disait Tocqueville, qui puisse sans danger être tout-puissant. C'est pourquoi la devise de Google, claironnée par ses fondateurs, « Don't be evil », est une belle formule. Il est dommage qu'elle ne soit aujourd'hui qu'une formule. C'est donc aux législateurs, européens en l'occurrence, que revient la responsabilité de contraindre ses auteurs à la respecter. Il est essentiel que la France prenne sa part de cette responsabilité. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Pierre Leleux pour le groupe Les Républicains. Et vous avez 8 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission de la Culture, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui nous rassemble effectivement, Monsieur le Ministre, comme vous l'avez dit. Il suffit de constater la similitude des propos à cette même tribune de l'ensemble des orateurs il y a un instant et dans les instants qui suivent. Elle entend apporter une réponse à une attente légitime des éditeurs et agences de presse qui, depuis quelques années, voient de plus en plus leurs articles et les contenus qu'ils produisent pillés par les moteurs de recherche ou les plateformes de partage sans que ceux-ci ne les rémunèrent pour leur travail de production. La proposition consiste donc à anticiper sur la transposition en droit français de l'article 11 de la directive droit d'auteur en cours de révision à Bruxelles. Cette révision n'est pas aboutie, et d'autant que la réunion, vous l'avez évoqué, Monsieur Assouline, du trilogue d'avant-hier n'a pas été conclusive sur certains articles et que si un accord n'était pas acté dans les semaines qui viennent, le risque est effectivement grand de devoir attendre l'après-élection européenne. Ceci étant, il semble que les désaccords du trilogue ne portent pas sur l'article 11, objet de la présente proposition de loi. Il s'agit dans cet article 11, donc, de créer un droit voisin du droit d'auteur pour les éditeurs et agences de presse, comme cela existe déjà dans les domaines du cinéma pour les producteurs et de la musique pour les artistes et interprètes. En effet, les journaux et médias rémunèrent des milliers de journalistes pour produire leurs articles que l'on retrouve largement diffusés par les acteurs du numérique, lesquels perçoivent les revenus publicitaires colossaux générés par ces flux.
En 10 ans, la presse française a perdu 2,6 milliards d'euros de recettes publicitaires, alors que dans le même temps, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche en ont gagné 3. Il y a là un effet évident de vase communicant. Naturellement, ces mêmes acteurs disent aux médias qui fabriquent l'information qu'ils ont de l'audience grâce à eux. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait faux, quand on sait que plus de 60% des lecteurs sont des internautes. Mais ce sont quand même les éditeurs et les agences de presse qui dépensent d'importantes sommes pour effectuer ces reportages, et ce sont les géants du numérique qui encaissent le fruit de la publicité. Il y a là un déséquilibre qu'il est temps de contenir. Depuis quelques années, nous nous interrogeons sur le fait de savoir s'il faut attendre la publication de la directive pour légiférer ou, comme cela nous est arrivé quelquefois ici au Sénat, si le vote de la France pouvait avoir un effet incitatif sur les institutions européennes. En 2013 déjà, notre collègue David Assouline avait déposé une proposition de loi dans ce sens, mais pour les seules agences de presse. Lors de l'examen en 2016 de la loi LCAP, dont j'étais co-rapporteur avec notre collègue Françoise Férat, le Sénat avait adopté à l'unanimité un article 10 quater mettant en place un système de gestion des droits pour assurer une rémunération aux photographes et plasticiens dont les œuvres sont reproduites par un moteur de recherche ou un site de référencement sur Internet. En seconde lecture, la commission de la Culture avait ajouté un dispositif similaire pour les agences de presse. Ce point avait été supprimé en commission mixte paritaire, souvenez-vous-en, de crainte d'avoir un risque procédural d'inconstitutionnalité, la fameuse règle de l'entonnoir. En mai dernier, notre collègue député Patrick Mignola a fait une nouvelle tentative avec une proposition de loi dans le même esprit, tentative rejetée à l'époque par un avis défavorable du gouvernement. Il semble aujourd'hui que les planètes se soient alignées et que le gouvernement, dans la perspective de l'adoption prochaine de la révision de la directive droit d'auteur à Bruxelles, conforme à la position française, soit désormais favorable à ce texte, et je m'en réjouis, car ce fut toujours la position défendue au sein de notre groupe, position qui fait d'ailleurs consensus, puisque la commission de la culture, cela a été dit, a voté le texte à l'unanimité, et d'autant que, après les amendements déposés par l'auteur-rapporteur et adoptés en commission, le texte de la proposition de loi se conforme le plus précisément possible au texte de la directive en cours de validation. Un point a fait débat, notre collègue Malhuret l'a évoqué, celui de la durée du droit. L'auteur avait dans un premier temps préconisé 50 ans, comme cela se fait dans d'autres droits voisins, ce qui paraît extrêmement long pour des articles de presse dont l'obsolescence est considérablement plus rapide que les autres créations concernées par le droit voisin. Et d'autant que l'article 11 de la directive, dans sa rédaction actuelle, prévoit un délai de 5 ans. La correction à 20 ans par l'auteur-rapporteur nous apparaît encore trop long, et c'est la raison pour laquelle un amendement que je défendrai tout à l'heure fixe à 5 ans la durée de vie de ce droit voisin. Cela nous paraît d'autant plus raisonnable que les débats que nous observons à Bruxelles, plus ou moins dans les couloirs, ce sujet semble envisager une durée encore moins longue. Cela est que cette durée ne sera de toute façon pas modifiable lors des transpositions par les États membres. En tout état de cause, nous ne nous exonérerons pas d'un nouvel examen au Sénat lors de la transposition définitive de la directive révisée, laquelle comprend bien d'autres sujets délicats, notamment, vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre, son article 13, qui, lui, oblige les grandes plateformes à s'assurer qu'aucun des contenus qu'elles diffusent ne viole le droit d'auteur des artistes créateurs. Mais ce sera un autre débat qui reviendra devant nous lors de la transposition de la directive révisée. Il reste bien sûr, cela a été évoqué, bien des obstacles à franchir encore avant la mise en application de ce texte, mais d'ores et déjà, et nous nous en réjouissons, cette loi rétablira au moins partiellement un des déséquilibres les plus menaçants pour la presse française et européenne. Et c'est la raison pour laquelle aussi notre groupe votera en faveur de ce texte. Et je vous remercie. La parole est à Monsieur Pierre Ouzoulias du groupe CRCE. Vous avez 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, notre Assemblée s'est saisie en cette séance, par le biais de cette proposition de loi, d'une affaire sérieuse, une affaire de vol.
Une spoliation à grande échelle de production intellectuelle qui lèse celles et ceux qui contribuent à l'information et qui menace par là même les fondements de notre démocratie et la capacité de nos citoyens à se forger une opinion par la confrontation de faits collectés, commentés et soumis à leur jugement selon des règles déontologiquement acceptées. Cette dépossession sans contrepartie du travail des journalistes aux dépens des organes d'information qui les font vivre est organisée avec une très grande efficacité par des plateformes qui exploitent l'absence de régulation de l'Internet pour profiter d'une quasi-impunité. Ce larcin est à la mesure du bénéfice qu'elles en tirent. En 2017, Facebook a réalisé un bénéfice de près de 14 millions d'euros et Google près de 11 milliards d'euros. Il s'agit quasiment de résultats nets, puisque ces entités déploient des stratagèmes tout aussi démoniaques pour ne pas payer l'impôt. En très peu de temps, se sont ainsi constituées des organisations supranationales qui imposent leur choix aux États et finiront par s'accaparer les derniers instruments de leur souveraineté, l'émission de la monnaie et le contrôle de la démocratie. Elles exercent d'ailleurs, passivement ou activement, une influence sur le cours des campagnes électorales. En s'affranchissant du pouvoir de régulation des États, elles ont réussi à leur imposer l'intangibilité de leurs principes économiques qui consiste à capter une part toujours croissante de la richesse produite par la maîtrise de la collecte et de la mise à disposition des données de l'Internet. Aujourd'hui, fortes d'un pouvoir incontesté, elles agissent avec une grande efficacité dans la négociation en cours de la directive européenne pour défendre le statu quo. La Commission de la culture du Sénat, sous la conduite de sa présidence, et dans une unanimité quasi permanente, déploie une activité soutenue et constante en faveur d'une régulation raisonnée de l'Internet. La présente proposition de loi, déposée par M. le Président David Assouline et ses collègues, s'inscrit heureusement dans le prolongement de ce travail de fond. Son objet est précis, son champ d'application est limité mais essentiel et ses moyens d'action pragmatiques et déjà éprouvés pour d'autres domaines de la création. Au risque de désobliger l'humilité de notre collègue David Assouline, je dirais qu'elle s'impose avec l'évidence de ces lois de bon sens dont on se demande pourquoi elles n'ont pas été votées plus tôt. L'unanimité de notre commission, que rejoindra sans nul doute l'expression de nos votes futurs, vous oblige, Monsieur le Ministre, et doit vous inciter à rejoindre notre effort collectif pour donner à cette proposition de loi une issue favorable. Son objectif n'est pas de contraindre les institutions européennes, ni de substituer à elles dans une négociation qui doit aussi nécessairement aboutir dans le cadre de l'Union européenne. Face au désordre de l'Internet et aux risques forts qui pèsent sur le pluralisme de l'information et l'existence des journalistes qui en sont les acteurs et les garants, nous devons réaffirmer le principe fondamental du droit de l'auteur dans toutes ses composantes morales et économiques. En France, les droits des auteurs ont été reconnus par 7 lois adoptées entre 1791 et 1793. Elles ont abrogé les règles d'Ancien Régime qui donnaient au seul souverain le privilège d'autoriser et de censurer les œuvres de l'esprit. La liberté de l'auteur et la reconnaissance de sa capacité à tirer un profit matériel de son travail intellectuel sont des acquis majeurs de notre révolution et constituent des fondements essentiels de notre démocratie. Monsieur le ministre, chers collègues du Parlement européen, considérez cette proposition de loi comme la réaffirmation solennelle de ces principes fondamentaux et l'expression de notre volonté de les mettre au service de l'élaboration d'une démocratie partagée européenne dans les frontières de l'Union. Il ne peut subsister de démocratie véritable sans liberté d'opinion, sans reconnaissance du travail de celles et ceux qui construisent l'information et sans défense des sociétés et des organismes qui la diffusent. En protégeant les producteurs de l'information, nous donnons aussi, paradoxalement, aux plateformes la possibilité d'en tirer profit durablement. En effet, comment ne pas comprendre que leurs activités prédatrices détruisent la ressource qu'elles exploitent? Cet accaparement sans contrepartie est suicidaire. Que restera-t-il sur ces réseaux quand journalistes et organes d'information auront disparu?
la trivialité de témoignages individuels livrés sans élaboration, sans contrôle et sans limite à la scoptophilie. Le consensus trouvé en commission, et je l'espère dans cet hémicycle, nous invite à espérer que cette proposition de loi marquera la première étape du chantier de régulation de l'Internet que nous appelons collectivement de nos vœux. Le gouvernement et l'Assemblée nationale doivent maintenant y prendre toute leur part, de façon constructive, mais dans le respect des grands principes qu'elle tend à établir. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Françoise Laborde pour le groupe RDSE et vous avez 6 minutes. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, urgence démocratique, c'est par ces termes que les entreprises de presse ont évoqué, dans une tribune du 17 avril 2018, la reconnaissance de droits voisins comme condition indispensable pour consolider l'avenir de la presse. Je félicite le sénateur David Assouline pour cette proposition de loi et surtout sa constance dans la défense de cette question cruciale pour notre économie et la qualité de l'information. Le moment est particulièrement bien choisi pour soutenir cette proposition. Depuis que nous savons que les tractations qui devaient avoir lieu il y a 3 jours ont été ajournées faute d'accord, nous souhaitons renouveler notre entier soutien aux négociateurs français pour qu'ils puissent aboutir à une solution communautaire dans les derniers mois qu'il leur reste. Les différends opposant les États membres doivent se régler au plus vite, car les plateformes et autres moteurs de recherche tireraient avantageusement parti d'un tel désaccord, au détriment malheureusement des agences, des éditeurs de presse et des journalistes. Si nous défendons bien évidemment la position française dans la négociation à Bruxelles, nous soutenons aussi la possibilité d'aboutir à une législation nationale en cas d'échec de ces négociations. Je regrette que ce projet de directive ait été la cible d'une campagne de lobbying massive et parfois mensongère menée auprès de l'opinion publique et des députés européens. Ces derniers auraient reçu des milliers de mails les appelant à voter contre le texte pour sauver Internet. La directrice générale de YouTube a qualifié le projet de liberticide au motif qu'il imposerait aux plateformes le filtrage des contenus, ce que ne contient nullement la directive. Très actif également, Google s'est offert des encarts publicitaires dans le grand journal français pour faire part du risque d'une moindre diversité des contenus accessibles en ligne en cas de vote de la directive, puis est passé à l'action en tronquant les résultats des recherches la semaine dernière, et enfin relaie sur les réseaux sociaux son message « Together for Copyright » sous forme de chantage, prenant en otage l'opinion publique. Ce mode de pression a également été observé lors des expériences nationales conduites en Allemagne et en Espagne, qui se sont soldées par des échecs, clairement parce que les infomédiaires utilisent leur puissance dans un rapport de force qui s'articule souvent autour de la menace du déréférencement. Sans doute aussi qu'il manquait à ces tentatives nationales une gestion collective de ces nouveaux droits voisins, afin de renforcer les éditeurs face aux infomédiaires dans les négociations, ce que n'oublie pas de faire cette proposition de loi. Il est tout aussi probable que, de manière isolée, ces deux pays n'étaient pas en mesure de peser suffisamment dans le rapport de force, raison pour laquelle nos négociateurs doivent persévérer jusqu'à ce que l'accord soit conclu au niveau européen. Il faudra sûrement y passer quelques nuits. À l'heure de la diffusion massive des fausses nouvelles, il est essentiel de maintenir la qualité de l'information, garantie par le statut même des éditeurs et agences de presse. Leur existence est aujourd'hui très menacée, puisque 29% de ces agences ont disparu depuis 8 ans. Dans leur sillage sont touchés tous les journalistes, leur travail et leurs exigences déontologiques qu'il nous faut protéger. Puisqu'il nous faut soutenir la capacité des éditeurs de presse à financer et à valoriser au mieux le travail journalistique, je suis également favorable à la renégociation prévue par cette proposition de loi de la rémunération des journalistes pour qu'ils puissent bénéficier des versements au titre des droits voisins. Plus globalement, nous devons faire entrer les plateformes et les moteurs de recherche dans un cadre démocratique qui suppose non seulement qu'ils consentent à l'impôt, mais aussi qu'ils assument leurs responsabilités.
Nous avions défendu avec force, lors de l'examen du projet de finances pour 2019, l'article visant à mettre en place une fiscalité effective des GAFA, adopté à une très large majorité au Sénat. Nous soutenons également la position de la France sur le projet de directive de taxe sur les services numériques présenté par la Commission européenne, qui prévoit de taxer leur chiffre d'affaires. La mise en place d'une telle taxe au niveau national en 2019, en cas d'échec des négociations défendues par le gouvernement français, nous semble une position courageuse. En tant que rapporteur de la Commission de la culture du Sénat sur les crédits de la mission Livre et industrie culturelle du projet de loi de finances 2019, j'avais déjà pu défendre les avancées indéniables que la directive sur le droit d'auteur prévoit en matière de propriété intellectuelle sur Internet. Il s'agit aujourd'hui pour nous, au travers du soutien que nous apportons à ce texte et aux négociations européennes, de rééquilibrer le rapport de force et le partage de la valeur en faveur des éditeurs, des agences de presse et des journalistes. Mes chers collègues, j'espère que le Sénat, dans sa grande sagesse, s'exprimera en faveur de cette proposition de loi que nous avons adoptée unanimement en Commission de la Culture, afin de clairement marquer le soutien de notre Haute Assemblée à la position française défendue à Bruxelles pour la création des droits voisins. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste. Vous avez 8 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur l'auteur-rapporteur, mes chers collègues, le monde de la presse et à travers lui toute la vitalité et la qualité du débat démocratique sont plus que jamais en danger. La révolution numérique et avec elle ces nouveaux modes de communication dont nous sommes désormais bien familiers ont totalement bouleversé les modèles économiques en redistribuant les cartes en faveur des géants de l'Internet. Parce que les GAFAM sont devenus des intermédiateurs incontournables et monopolistiques. À défaut de régulation, ils captent aujourd'hui toute la valeur ajoutée de ce qui circule sur le web. Après des années de naïveté complaisante, le monde commence enfin à comprendre que l'écosystème de l'Internet, tel qu'il s'est développé à notre insu, défiait les États-nations, saper les moyens de l'action publique par l'optimisation fiscale et menacer nos modèles économiques, sociaux, culturels et même démocratiques. Il ne faudra donc pas s'étonner que cette perte de souveraineté, cette ultra-financiarisation au profit de quelques-uns, fasse le lit des inquiétudes et des populismes. À ces défis, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il est temps d'apporter vraiment une réponse politique à la hauteur. Certes, l'adoption du RGPD constitue une avancée en matière de protection des données personnelles. Ce nouvel arsenal réglementaire a permis à la CNIL, il y a quelques jours, le 21 janvier, une amende de 50 millions d'euros à Google pour manque de transparence, pour information insatisfaisante et absente de consentement valable. Mais tout cela montre que l'autorégulation des plateformes n'est pas une réponse suffisante. Maintenant, je me réjouis qu'une directive sur les droits d'auteur, en partie sur l'article 11, instituant un droit voisin des éditeurs et des agences de presse au niveau européen, soit en discussion. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce texte, dont notre collègue David Assouline est à l'initiative au profit des éditeurs et des agences de presse. Le groupe centriste que je représente ce soir soutient bien sûr ce texte parce qu'au-delà des grands principes énoncés de sa philosophie, notre collègue a accepté de le réécrire pour lui permettre d'être le plus cohérent possible avec la directive européenne. Cette proposition de loi témoigne de la mobilisation constante et de longue date du Sénat sur ces sujets. Je citerai les propositions de David Assouline, bien sûr, mais également l'excellent rapport de notre collègue Philippe Bonnecarrère sur la réforme du droit d'auteur en 2017. Également les travaux de notre rapporteur pour avis de la Commission, Michel Laugier, mais également nos débats au moment de la loi relative à la liberté de création, architecture et patrimoine, avec notre collègue Jean-Pierre Leleux. Cette PPL s'inscrit donc dans une tradition bien établie de notre commission qui anticipe, Monsieur le Ministre, et aiguillonne le débat. Je voudrais rappeler que c'est à l'initiative de notre commission et de plusieurs de ses sénateurs qu'a été proposé et voté l'alignement de la taxe du livre numérique sur le livre papier il y a quelques années. Voter une telle proposition
Et soutenir la directive aujourd'hui de notre part, Monsieur le Ministre, comme vous le faites, comme l'ont fait vos prédécesseurs, est très important. Car on assiste à un paradoxe où jamais l'information, où ce qui paraît être de l'information n'a été aussi abondante et où nos entreprises de presse n'ont été aussi paupérisées. Or, c'est une évidence, la meilleure façon de combattre la déferlante des fausses informations est de veiller à la vitalité et à la lisibilité des informations à caractère professionnel. Ceci étant dit, je reste inquiète, très inquiète, Monsieur le Ministre, je ne vous le cache pas, de l'absence de statut de ces plateformes qui gèrent nos réseaux sociaux et nos vies tout entières et agissent sans contrôle puisque dénuées de toute responsabilité. Lesquelles plateformes, d'ailleurs, font un lobbying effréné à Bruxelles contre nos textes. L'économie de l'attention sur laquelle s'est construit cet écosystème fait qu'il y a un intérêt économique, une rentabilité réelle à répandre les fausses informations et à entretenir des bulles informationnelles qui enferment dans une vision orientée du monde au profit de tel ou tel individu, de tel ou tel groupe d'influence ou de telle ou telle puissance. L'affaire Snowden, après elle l'affaire Cambridge Analytica, ont montré les failles morales de ces sociétés dans la gestion de nos données personnelles, ainsi que dans l'utilisation non éthique des technologies de l'intelligence artificielle. Sur ces sujets, j'ai participé le 27 novembre dernier à la Grande Commission internationale qui a réuni à Londres, à l'initiative de la Chambre des communes, les élus de 11 parlements de 11 pays différents, suite au scandale Cambridge Analytica. J'ai porté la voix de notre Assemblée, qui depuis très longtemps, je dois dire, mène un combat acharné pour le respect de nos libertés individuelles, et en premier lieu, bien sûr, celle des médias et de la presse. Monsieur Zuckerberg, convoqué, n'a pas daigné venir. Et je dois dire que le représentant de Facebook n'a pas su dire grand-chose. Il s'est juste vanté de sa bonne collaboration, la bonne collaboration d'entreprise Facebook avec le gouvernement français. Si cette proposition de loi est importante et est un signal fort et constitue le versant économique d'un début de responsabilisation des plateformes, tout cela m'indique néanmoins que nous devons aller beaucoup plus loin. C'est la raison pour laquelle, consécutivement à un rapport publié en 2015 sur la gouvernance de l'Internet, j'ai déposé 2 résolutions. Depuis lors, devenues résolutions du Sénat et donc du gouvernement, je pense qu'elles méritent d'être défendues au niveau européen. Ces résolutions, d'ailleurs, répondent à un certain nombre de questions tout à l'heure posées par M. Malhuret. La première, adoptée en septembre 2017, vise à établir une régulation concurrentielle du marché numérique, permettant à la Commission européenne de prendre des mesures ex ante face à des comportements anticoncurrentiels portant une grave atteinte et immédiate à l'économie du secteur ou à l'intérêt des consommateurs. Et cela concerne toutes les entreprises. Nous sommes aujourd'hui totalement désarmés sur ces sujets face aux géants de l'Internet, dont les abus de position dominante ont été condamnés après 7 ans de procédure par une Margaret Vestager courageuse. Mais condamner, c'est bien. Agir avant qu'il ne soit trop tard, je crois que c'est encore mieux. La seconde résolution, déposée à l'occasion du débat sur la proposition de loi relative à la lutte contre les manipulations de l'information, a été adoptée le 30 novembre dernier. Je vous en avais parlé, Monsieur le Ministre. Elle appelle à une réouverture de la directive e-commerce pour instaurer enfin une forme de responsabilité des plateformes en matière d'information notamment. Monsieur le Ministre, je compte vraiment sur vous et je dois dire que j'ai eu jusqu'à présent sur ces sujets, en dépit d'un entretien très constructif avec Madame Loiseau, le sentiment d'être plus écoutée à l'étranger, notamment auprès de la chancellerie allemande, que dans mon propre pays. Monsieur Majoubi avait annoncé d'organiser des états généraux des nouvelles régulations numériques qui devaient nous associer dès l'été dernier. Mais nous sommes pour l'instant sans nouvelles. Peut-être pourrez-vous nous en dire plus. Je conclurai en disant que si je plaide, bien entendu, pour une équité fiscale, dont a parlé M. Malhuret, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une action en faveur de la souveraineté numérique. Je plaide également pour une régulation très offensive de l'écosystème numérique, pour un régime exigeant de protection des données, pour bien sûr une ambition industrielle numérique et une montée en compétences numériques de tous. Si je plaide pour tout cela, c'est que précisément parce que l'absence
de stratégie globale et de régulation, fait désormais courir au réseau le risque d'une perte de confiance et d'une fragmentation qui menace sa nature même. Je pense que l'urgence est de sortir d'un modèle numérique qui n'est pas durable et de regarder avec intérêt les mouvements qui se dessinent aujourd'hui autour des technologies éthiques, qui peuvent être d'ailleurs un nouveau terrain de croissance industrielle pour la France et pour l'Europe. Je crois que l'Europe et la France avant elle, oui Madame la Présidente, doivent reprendre le dessus sur l'ensemble de ces questions. Or, parfois, on a l'impression que l'exigence de souveraineté numérique n'est plus forcément à un rempart. J'en veux pour preuve ce que j'ai déjà dit aux questions d'actualité au gouvernement. Tous ces partenariats ces dernières années signés avec les Google, Microsoft, Cisco, Palantir et les services de l'État, Éducation nationale, DGSI, peut-être DGSE. Il faut vraiment conclure. La cerise sur le gâteau étant la déroutante nomination de John Chambers, ancien patron de Cisco, nommé ambassadeur mondial de la French Tech. C'est un contresens, selon moi. Je voudrais juste conclure, Madame la Présidente, en citant Tariq Krim, qui, dans une tribune, un des pionniers du web français, écrivait très récemment « Comment se plaindre des conséquences des réseaux sociaux et de l'impact des GAFAM sur notre démocratie quand nous leur avons ouvert si largement les portes de l'État ?» Je crois qu'il est temps que nous reprenions en main notre destin numérique. Merci. Merci. La parole est maintenant à Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez 10 minutes. Bien. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée de l'écrivain. Comme il est extrêmement juste que les hommes qui cultivent le domaine de la pensée qui tirent quelques fruits de leur travail, il faut que pendant toute une vie et quelques années après leur mort, personne ne puisse disposer sans leur consentement du produit de leur génie. Je pourrais continuer ainsi, mais je ne vais pas le faire. Pour vous dire que ces mots, c'est Isaac Le Chapelier, député de l'Assemblée constituante, qui expose les fondements du droit d'auteur introduit dans la loi de janvier 1791. Dès l'origine, celui-ci est conçu comme le juste compromis entre les deux objectifs distincts, aucunement contradictoires, rémunération du créateur pour son œuvre et d'autre part son exposition au plus large public. Comme il est éclairant de constater qu'en un peu plus de 2 siècles, les soubassements du débat n'ont finalement que peu évolué. Les avancées techniques et technologiques ont certes actualisé et affiné les enjeux, mais in fine, la problématique centrale reste la même. Plus que tout autre, la révolution numérique a exacerbé la tension entre respect du droit d'auteur et accès à l'information. Cet idéal d'accessibilité infinie à des continuums multiples sous-tend la philosophie originale d'Internet, pensée comme un espace complètement ouvert, déréglementé. Et cette vision a d'ailleurs instillé une culture de la gratuité et donné l'impression aux utilisateurs que tout était libre de droit. Et ce phénomène a été accentué par l'effet réseau propre au numérique. Le partage instantané continu de connaissances ou d'actualités s'est trouvé démultiplié. Les réseaux sociaux ont même renversé le paradigme, car avec l'aspiration des données personnelles toujours plus nombreuses et des algorithmes plus sophistiqués, ce n'est plus l'usager qui part à la recherche de l'information, ce sont les réseaux qui la lui apportent. Naturellement, ces mutations très rapides ont ébranlé l'économie des médias, et notamment pour le secteur de la presse. Je rappellerai, mais vous l'avez dit, 7 milliards d'exemplaires de journaux étaient écoulés en 2009, aujourd'hui c'est 4 milliards. Recettes publicitaires ont chuté de 7,5% par an et dans le même temps, le marché de la publicité numérique augmente de 12% par an. Il était donc indispensable que le législateur intervienne afin de mieux réguler l'ensemble de la chaîne et que le partage de la plus-value entre les journalistes, les photographes, les agences ou éditeurs de presse et les plateformes tirées des contenus soit équitable. Et la présente proposition de loi, que je salue, participe de cet rééquilibrage global et s'inscrit dans la tradition française de défense du droit d'auteur, sans lequel les créations de l'esprit seraient limitées. C'est une PPL qui vise donc à établir un droit voisin. Elle est une réponse aux pratiques courantes consistant à reproduire les photos, les articles, les caricatures, les vidéos publiées par des médias sans en avoir leur autorisation. Et si ces procédés sont générateurs de richesse pour les plateformes, en particulier grâce aux snippets, ils induisent un manque à gagner, on l'a dit, considérable pour la presse, qui en l'état est dans la capacité juridique d'opposer un droit à rémunération pour des contenus pourtant créés ou légalement acquis. Alors cette PPL, c'est d'abord une question de justice. La justice étant définie par Benjamin Franklin comme le fait de ne jamais faire de mal à autrui, soit en causant une perte réelle, soit en privant un gain légitime. Or, les agences et les éditeurs de presse sont aujourd'hui privés de ce gain légitime et doivent faire face à une captation de la valeur dérivant de leur travail par des intermédiaires qui le mettent à disposition sur le web. Donc c'est une question de justice, mais c'est aussi, ce texte, un moyen de valoriser l'activité des métiers et le métier de journaliste notamment. À l'heure où tout le monde
peut être producteur, diffuseur de contenu, sans hiérarchisation de leur pertinence. Il est fondamental de mettre en lumière le rôle essentiel d'éditorialisation des titres de presse. Le rapport Franceschini, que vous connaissez, qui a été adressé au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en février 2018, souligne que la création d'un droit voisin est, je cite, la reconnaissance du rôle indispensable et de l'importance du métier de l'éditeur de presse pour assurer l'exercice du droit à l'information. Il s'agit donc d'un enjeu démocratique d'autant plus éminent que les infox, on le sait, prospèrent aujourd'hui. Alors conférer ce droit implique en aval que les agences et les éditeurs de presse se montrent plus responsables dans la qualité de l'information produite. Certains, on le sait, d'aucuns ont exprimé des craintes quant à leur éventuelle dégradation, une course au clic pouvant s'engager en vue d'obtenir davantage de recettes. Il est possible de rétorquer alors que les médias d'information générale affrontent d'ores et déjà cette situation par l'intermédiaire des snippets sans que pour autant le traitement de l'actualité ne soit détérioré. Au contraire, nombre d'entre eux ont mis en place des modules pour combattre les contre-vérités et apporter des éléments factuels aux citoyens. Le modèle économique de la plupart de ces titres repose sur les abonnés qui attendent un professionnalisme et des analyses argumentées et détaillées. Faire montre de légèreté du jour au lendemain pourrait s'avérer contre-productif, alors on est confiant. L'article 3 de la PPL ouvre aussi la possibilité aux éditeurs et aux agences de presse de déléguer la gestion de leurs droits à des organismes de gestion collective. À cet égard, de par les retombées financières, il peut être espéré vraiment que les moyens de rédaction progressent, augurant d'une amélioration substantielle de la qualité de l'information. Autant dit, c'est un cercle vertueux qui peut vraiment être enclenché. À cet égard, le mode de gestion collectif en plein essor suite à l'avènement du numérique présente aussi beaucoup d'avantages. Fluidifie l'accès au contenu, l'usager n'ayant plus des démarches particulières à faire auprès des médias, mais surtout il représente un poids devant les GAFAM pour rééquilibrer le rapport de force et garantir aux éditeurs et aux agences de presse une rémunération plus équitable. En étant regroupés, leur pouvoir de négociation sera d'autant plus important que s'ils pouvaient aller tout seuls dans des négociations ou individuellement. Alors, l'un des débats autour de cette PPL a un trait à la durée. Je ne vais pas y revenir, c'était 50 ans. Il y a eu 20 ans, on va parler de 5 ans dans les amendements. Soyez clairs que, sans préjuger de leur issue, il ne faut pas que ce sujet soit un point d'achoppement. Et donc, ce qui apparaît vital, c'est l'ouverture de ce droit voisin et ce signal politique qui est envoyé. Nous n'abandonnons ni le secteur de la presse, ni les médias traditionnels, car les pouvoirs publics n'ont pas abdiqué face à l'omnipotence des GAFAM. L'État a un pouvoir de régulation, il a un pouvoir de protection. Et cette protection légitime accordée aux agences et aux auditeurs par l'octroi d'un droit voisin revêt donc un intérêt démocratique, vous l'avez dit mes chers collègues, dans l'Union européenne aujourd'hui. Faut-il mentionner que dans plusieurs pays, la dérive de l'état de droit constaté passe par l'affaiblissement des médias, et on le sait, des nouvelles règles qui, à un moment, captent le secteur. Donc, derrière cette disposition de cette PPL, au-delà des problèmes techniques, des dispositions financières, ce qui est en jeu, c'est notre faculté à maintenir notre modèle démocratique que les médias et les journaux, par leur indépendance et le pluralisme des opinions qu'ils expriment, participent à faire vivre. C'est une composante cardinale qui est menacée car l'information véridique, on le sait, est de plus en plus balayée et il faut absolument retrouver les termes d'un débat démocratique où il y a des vigies et le respect des règles déontologiques. Alors je ne vais pas revenir sur le port du trilogue, on le sait, cette proposition de loi, nous avons l'opportunité d'agir dès à présent en faveur de la presse et de remettre de l'équité dans l'ensemble du système. Nous serons fidèles à la tradition de la France en première ligne. Merci. Cher auteur, co-auteur, cher collègue David Assouline, pour défendre le droit d'auteur de façon raisonnée. Et puis, puisque je fais vite, mais je voudrais quand même vous dire un petit mot de Beaumarchais en 1791 qui disait à l'Assemblée nationale contre l'usurpation des propriétés des auteurs par les directeurs de spectacles, ma propriété seule, comme auteur dramatique, plus sacrée que toutes les autres, car elle ne me vient de personne, n'est pas sujette à contexte pour dol ou fraude ou séduction, car l'œuvre est sortie de mon cerveau. Merci beaucoup. Merci. La parole est maintenant à Madame Nicole Duranton pour le groupe Les Républicains pour 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission Culture, mes chers collègues, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, pour avoir une presse de qualité, il faut des moyens.
La proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse va dans le bon sens. Elle est discutée au moment où la directive européenne sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique est sur le point d'être adoptée. La phase trilogue succédant au vote, Parlement, Commission et Conseil des ministres proposeront une version finale du texte qui, vous le savez, devra faire l'objet d'un nouveau vote au Parlement européen pour être définitivement adopté avant d'être transposé dans le droit national des États membres. La proposition de loi influencera donc certainement positivement les négociations en cours et confortera les positions défendues par la France. Concernant par exemple la durée de ces droits voisins que l'on retrouve à l'article 2 de la présente PPL, les actualités étant par nature plus éphémères que les autres œuvres de l'esprit, le Parlement européen a pour le moment prévu une durée de 5 ans. La France s'est prononcée pour une durée de 20 ans lors des négociations. La commission culture au Sénat a retenu dans un premier temps cette durée, contre 50 ans dans la proposition de loi initiale, mais elle s'est finalement déclarée favorable hier pour une durée de 5 ans, comme demandé par notre collègue Jean-Pierre Leleux et plusieurs groupes, afin d'être au plus près de l'enjeu des négociations qui pourraient aboutir à une durée moindre. Enfin, la loi issue de nos travaux pourrait servir de base aux travaux de transposition de la directive européenne, ce qui permettra, j'espère, une mise en œuvre rapide. Mais pourquoi une telle préoccupation ? Simplement parce que les règles européennes sur le droit d'auteur ont été pensées avant l'ère du numérique et ne sont plus adaptées. La situation est plutôt inquiétante. Aujourd'hui, Google ou Facebook peuvent référencer et diffuser des articles de presse, mais aussi créer des produits comme Google News sans rien verser en retour aux éditeurs. Cela pose problème parce qu'ils sont devenus l'une des principales portes d'accès à l'information. C'est un peu comme si les radios pouvaient diffuser toute la musique qu'elles souhaitent et engranger les revenus publicitaires afférents sans jamais rémunérer les maisons de disques, comme l'expliquait la journaliste Chloé Voitier. La production des agences de presse, éléments d'information sous toute forme, articles, photographies, vidéographies, infographie est reprise par les moteurs de recherche et les agrégateurs tels que publiés par les éditeurs de presse qui sont les clients de ces agences. Or, les agences de presse ne concèdent pas à leurs clients, les éditeurs de presse, le droit d'accepter que ces contenus soient indexés et reproduits par les acteurs du numérique. Cependant, les agences ne peuvent pas se permettre, d'un point de vue économique, d'interdire aux éditeurs d'être repris sur les moteurs de recherche ou les agrégateurs, car cette présence est pour elles source de profit direct ou indirect. Une interdiction pénaliserait l'audience des éditeurs de presse et donc le chiffre d'affaires des agences, lequel dépend des audiences des éditeurs. Les agences se trouvent démunies face à la puissance des géants du numérique et ne parviennent pas à défendre efficacement leur production sur le fondement des droits de la propriété intellectuelle existants. D'une part, l'exercice du droit d'auteur implique l'obligation de rapporter la preuve de l'originalité de chacun des contenus indexés et reproduits, ce qui est extrêmement difficile dans le cadre de pillage ou de reprise massive de contenus. Et l'exercice du droit des bases de données requiert notamment que soient identifiées toutes les extractions non autorisées, ce qui aboutit à de très lourdes procédures. D'autre part, en admettant qu'une agence de presse ait exercé avec succès son droit d'auteur ou son droit de producteur de base de données auprès d'un moteur de recherche, elle s'exposerait à un déréférencement des contenus publiés. Ces contenus étant repris par les éditeurs de presse, cela conduirait à les priver de référencement sur Internet, ce qui serait un suicide économique. Enfin, au vu du rapport de force disproportionné, une confrontation bilatérale contre les moteurs de recherche ne permet pas aux agences de faire valoir individuellement leurs droits. Un droit voisin, par contre, visant à établir des accords de licence entre d'un côté les grandes plateformes et de l'autre les médias, et exercé via des sociétés de gestion collective sur le modèle de la SACEM dans le monde de la musique, viendrait pallier au déséquilibre. Peut-on accepter, mes chers collègues, une telle injustice et un tel comportement des GAFA ? Bercy a d'ailleurs annoncé qu'un projet de loi sera proposé en Conseil des ministres d'ici fin février pour les contraindre au paiement d'une taxe allant jusqu'à 5%, alors même que nos PME françaises sont taxées en moyenne à 23%. Cette situation est également un enjeu démocratique important. Il faut rappeler peut-être qu'en termes de capitalisation boursière, Amazon plus Apple est égal au
PIB de la France. Qu'adviendrait-il si la presse française était rachetée par ces géants d'Internet? L'information serait dictée par les intérêts des entreprises américaines. Le directeur général du groupe Figaro expliquait que 92% de la publicité sur les smartphones est captée par Google et Facebook. Rien n'est reversé aux agences et éditeurs de presse. Rien que sur la publicité, la perte de revenus est considérable. Si on y ajoute le fait que le modèle économique des éditeurs de presse est mis en grande difficulté par la dissémination croissante de leur contenu sur les GAFA sans contrepartie financière, on peut s'inquiéter tout simplement de la fin des journaux, donc du contenu. C'est un enjeu démocratique et un problème de justice sociale. C'est pourquoi, mes chers collègues, je voterai en faveur de cette proposition de loi, ce texte qui a fait l'unanimité à la Commission Culture. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la Commission. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 2. 3 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 1, rectifié terre, Monsieur Maluret. Merci Madame la Présidente. Je vais aller très vite parce que David Assouline nous dit que nous sommes en Zeitnote. De toute façon, je crois que tout le monde a parfaitement compris le sujet. Il s'agit de remplacer le mot 20 par le mot 5. C'est un amendement qui vise à aligner la durée de validité des droits voisins sur la durée de 5 années défendue par la France à Bruxelles, dans le contexte des négociations en cours sur l'article 11 du projet de directive. À l'ère de l'instantanéité des échanges d'informations, la durée de 20 ans serait excessive. Le projet de directive a retenu une durée de 5 années, qui est également la position de la France. La position du Conseil européen est de ramener la durée de ces droits à 1 an, et donc nous souhaitons renforcer la position de notre pays sans la décrédibiliser, en inscrivant dès à présent une durée de validité de ces droits de 5 ans dans la proposition de loi. Merci. L'amendement numéro 2, rectifié bis, Monsieur Leleu. Oui, merci Madame la Présidente. Je serai très bref. Le sujet a été largement évoqué lors de la discussion générale. Donc je propose également, avec nombreux de mes collègues, une durée de 5 ans, comme le dit Monsieur Maluret également. Merci. Amendement numéro 4, rectifié, Madame Laborde. Vu que j'arrive en 3e position, je dirais défendu. Très bien. Quel est l'avis de la Commission? Écoutez, mon avis personnel, c'est 20 ans, c'est ce que j'ai proposé, parce que la tradition française, c'était 50 ans. Je sais bien que la directive dit 5 ans, que c'est la position française, donc je pense que ces amendements ont leur légitimité, et je dis personnellement sagesse, mais je dis que la Commission, en tant que telle, elle a voté un avis favorable à ces amendements. Très bien, merci. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre? Sagesse. Sagesse. Bien. S'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je mets aux voix avec un avis favorable. Pardon, Madame Robert. Vous avez demandé la parole. C'est pour dire que nous suivrons la position du rapporteur. C'était 20 ans, mais bien sûr, je le dis dans mon intervention, c'est pas un point d'achoppement. Donc 5 ans, ce sera voté et ce sera bien. Je vous remercie. Il n'y a pas d'autres demandes? Très bien. Donc, je mets aux voix avec un avis favorable de la Commission, un avis de sagesse du gouvernement, 3 amendements. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour? Qui est contre? L'article 2 est adopté. Article 3. Amendement numéro 3, Monsieur Ouzoulias. Rapidement, parce que Monsieur le rapporteur me stresse, donc j'ai peur de perdre mes moyens. Non, juste pour dire que les enjeux financiers sont tels qu'on peut douter que si cette loi est promulguée, les GAFAM viennent ici, tels les bourgeois de Calais, avec la corde au cou en forme de soumission. Les choses vont pas s'arrêter là. Donc, mon amendement est un amendement d'appel en disant, chers collègues, il nous faut déjà réfléchir à ce qui va arriver après, et notamment à tout ce que pourraient mettre en place les plateformes pour contourner les procédures que nous mettons en place aujourd'hui. Juste un petit point pour être très bref. Je vous rappelle que pour
les phonogrammes, la loi prévoit une rémunération forfaitaire ou une rémunération qui est assise sur les recettes de l'exploitation. Par exemple, pour la radio, c'est 5% des recettes et les discothèques, 1,65%. Donc je me demande si dans un second temps, nous ne pourrions pas réfléchir à ce type de rémunération forfaitaire qui éviterait à certains éditeurs d'être soumis à une pression trop forte des plateformes qui sont, comme l'a très justement dit notre président, dans une situation monopolistique. Voilà. J'ai compris ce que le rapporteur pensait de cet amendement et de sa rédaction. Je le retirerai aussitôt. Ma prise de position valant aussi explication de vote. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur ? Oui, je demandais le retrait. Ça a été anticipé par l'auteur. J'ai dit ce que j'en pensais dans mon intervention, c'est-à-dire qu'il a le mérite de poser un débat qui va être l'enjeu de la mise en œuvre de cette loi. Il y aura plein d'enjeux de ce type, mais là, ça touche au droit de la concurrence, c'est-à-dire ça décale le sujet. Ce n'est pas sécurisé juridiquement comme écriture, donc je vous demande de le retirer, mais merci d'avoir porté le débat. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre ? Oui, on comprend le débat, mais on pense que c'est plutôt contractuel, donc retrait ou défavorable. Monsieur Ouzoulias, que souhaitez-vous faire ? L'amendement est retiré. Amendement numéro 5 est un amendement rédactionnel. C'est bien cela, monsieur le rapporteur ? Oui, c'est rédactionnel, c'est tout. Très bien. Donc, quel est l'avis du gouvernement ? Favorable. Favorable. Donc, je mets aux voix l'amendement numéro 5 avec un avis... Oui, Madame Laborde ? Non, vous votiez déjà ? En anticipation, très bien. Avec un avis favorable du gouvernement, qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Mais on voit l'article 3 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Sur l'article 3 bis, je ne suis saisie d'aucun amendement ni d'aucune demande de parole. Je vais donc mettre aux voix cet article qui est pour, qui est contre, il est adopté. Sur les articles 3 ter à 5, puis-je considérer que le vote est le même et que ces articles sont adoptés ? Oui, très bien, ils sont adoptés. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Il n'y en a pas. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste et républicain sur l'ensemble de la proposition de loi. Donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 45 sur l'ensemble du texte. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 342, pour l'adoption 342, contre 0. Le texte, le Sénat a adopté. Voilà pour l'adoption unanime de cette proposition de loi qui crée un droit voisin pour que la presse soit rétribuée lorsque ces productions sont reprises par des agrégateurs de contenu comme Google News ou encore des réseaux sociaux tels que Facebook. Vous l'avez vu, c'est le consensus qui régnait donc dans l'hémicycle hier. Pour être définitive, l'adoption de cette proposition de loi doit également intervenir à l'Assemblée nationale. Mais vous l'avez vu, le gouvernement était complètement favorable à ce texte et donc cette adoption devrait être une formalité. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Nous sommes le 3e week-end de septembre, à une trentaine de kilomètres de Grenoble. Et pour la 799e année consécutive, le village de Beaucroissant est le théâtre de la plus grande foire aux bestiaux de France. 8 siècles de vente d'animaux sans interruption, Beaucroissant est évidemment la plus ancienne foire de France. On va regarder le taureau s'il lui plaît. Là, hop, là, oh, là. Même les cornes de vache sont briquées par les éleveurs. C'est comme une femme quand elle se maquille, c'est pareil, c'est toujours un petit plus quoi. C'est plus joli, c'est plus harmonieux on va dire. Et chaque année,
ce sont des centaines de milliers de visiteurs qui viennent déguster des spécialités culinaires de toute la France. Acquérir leur prochain compagnon domestique évolué ou profiter d'une des grandes fêtes de la région. C'est vous la France, Beaucroissant, la plus ancienne foire de France, ce soir à 23 h sur Public Sénat.